Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et je me fais un plaisir de vous présenter les acteurs clés de la région ainsi que leur chemin de vie qui les a menés ici. Les informations, conseils et témoignages que chacun dispense sont de vraies rencontres audio et vous offrent un contact direct, enrichissant et inspirant, je l'espère. Inspirant comme mon invité d'aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir, ou bien d'être reçu, par Monsieur le Consul général de France à Zurich, Monsieur Alain Sterbik. Dans une première partie, M. Sterbik nous renseignera sur le consulat français à Zurich, plus largement son organisation en Suisse, donc une partie informative pour vous, chers auditeurs. Puis, on envisagera ses analyses plus larges sur les expatriés ici, la francophonie dans le monde, entre autres thématiques. Enfin, l'entretien se concentrera sur le parcours particulier de M. le Consul, les pays où il a œuvré, les situations particulières aussi auxquelles il a fait face, sa vocation, ce qu'il a porté dans sa carrière. Bonjour M. Sterbik, merci de vous prêter à l'interview Franzine. Bonjour ma chère Jenny, ravi d'être avec vous et de partager ces moments. J'allais dire enfin depuis le temps que j'en rêve. C'est vrai que bon, le Covid ne nous a pas beaucoup aidés. Voilà, c'est vrai. Donc maintenant, on a un peu plus de liberté. Absolument. Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous renseigner sur la fondation du consul de France ici à Zurich? Est-ce qu'il y a une partie historique derrière? Alors, il y a une partie historique, oui, tout à fait, qui est peut-être méconnue d'ailleurs, mais elle est issue de la guerre de 1870-1871 qui a vu la France perdre la guerre et avoir beaucoup de soldats blessés qui ont été d'ailleurs soignés en Suisse. Et vous avez un ensemble qui le rappelle très très bien, c'est le panorama de Bourbaki et de Lucerne, qui était donc le général Bourbaki qui avait permis à ses troupes de pouvoir passer la frontière suisse et d'avoir été accueillis en Suisse. Alors ils ont été répartis du Jura jusqu'à Zurich et toute la région de Zurich. Et cette opération a été la création en même temps de la bienfaisance, la société de bienfaisance que vous connaissez, et qui a fêté ses 150 ans cette année, et qui, par cette création, a entraîné aussi la création d'un vice-consulat de France à l'époque, puisque les soldats ne sont pas tous retournés en France, ils sont restés dans la région de Zurich et en grande partie en Suisse alémanique. Et donc il a été imaginé de créer ce vice-consulat pour pouvoir justement s'occuper de cette population française et à sceller un peu la création de ce consulat qui a été officialisé depuis. Et donc nous avons une certaine existence. Oui, c'est intéressant de savoir que c'est lié donc à cette guerre-là et que ça n'a pas été une volonté diplomatique des pays qui n'avaient pas à penser à cela avant. Non, parce qu'en fait, on avait déjà des représentations diplomatiques à l'époque, mais celle de Zurich s'est imposée par rapport à cet événement, et qui a depuis perduré, et qui, j'espère, continuera. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres consulats? Donc j'imagine que oui, dans le reste de la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce panorama? Alors le panorama était relativement simple. Il a été un peu plus chargé il y a quelques années, mais il est relativement simple, puisque vous avez la Suisse romande avec notre consulat à Genève, et la Suisse alémanique avec notre consulat à Zurich. J'ai en la charge également du Liechtenstein, puisque j'ai mon agrément pour pouvoir gérer également la communauté française, qui est toute petite au Liechtenstein, mais elle est dans mon escarcelle, et donc ça fait... alors ça fait une partie de la Suisse alémanique, ça fait quand même les 2/3 de la Suisse, et donc on gère quand même une grande partie du pays. Il y a plusieurs années, il y avait eu un consulat à Bâle, qui a fermé parce que tout avait été regroupé. Alors ça fait un peu, ça fait un peu le yo-yo. C'est que vous avez eu une période où il y a eu l'idée que Zurich, c'était peut-être pas la peine de le garder, on va peut-être le transférer à Berne. Et en fait, il y a eu, en même temps que Zurich, il y a eu aussi ce qu'on appelle une chancellerie consulaire à l'intérieur de l'ambassade à Berne. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de garder Zurich. Et donc, la chancellerie à Berne a fermé il y a une dizaine d'années. Et donc, ça a renforcé Zurich, qui est le deuxième consulat en importance par rapport à la communauté française. Parce que ce que l'on imagine peu, c'est que la première communauté française dans le monde, elle est en Suisse. Alors on pense que c'est à Londres ou à Bruxelles. Non, elle est en Suisse. Et à l'inverse, et ça c'est peut-être encore moins connu, la première communauté suisse dans le monde, elle est en France. Ah d'accord. Donc c'est échange de bons procédés. Il y a près de 190 000 Français en Suisse, vous en avez 155 000 d'inscrits. Alors je vous parle des inscrits parce que vous en avez beaucoup qui ne s'inscrivent pas forcément. Mais d'ailleurs, il faut le faire, pardon, je vous interromps là avant décembre, n'est-ce pas, pour pouvoir voter aux prochaines présidentielles. Vous pouvez le faire jusqu'au mois de mars, mais faites-le au 31 décembre.
Faites-le au 31 décembre, c'est mieux. Comme ça, au moins, vous avez le temps de l'enregistrer, parce que c'est enregistré auprès de l'INSEE automatiquement. Donc, vous avez raison de le rappeler. Ma chère Jenny, vous êtes une vraie patriote. Non, mais donc, 155 000 sur Genève, 31 000 sur la Suisse alémanique, dont 12 000 à Zurich, 6 500 à Berne, on n'imagine pas, hein, qui est la deuxième communauté française de Suisse alémanique, et Bâle, un peu plus de 3 500, et ce qui en fait quand même donc les 3 principales villes. Alors nous avons aussi des consuls honoraires qui sont peut-être moins connus, mais quand on a fermé le consulat de Bâle, on a pu nommer à la place un consul honoraire. C'est d'une dame d'ailleurs, c'est une consul honoraire. Nous en avons 4 et qui relaient notre activité consulaire, qui est donc à Bâle, à Lucerne, à Lugano et le 4e à Vaduz, au Liechtenstein. D'accord, très intéressant. Donc vraiment le tour de la région. Est-ce que vous avez différents pôles? Donc j'imagine que vous occupez bien sûr tout l'administratif pour les ressortissants français, les relations entre les pays avec les autorités suisses, etc. Est-ce que vous avez un pôle culturel, par exemple? Alors, c'est vrai que le cœur de métier, c'est le consulaire, c'est-à-dire l'administration de la communauté française. La communauté française, traditionnellement, c'est le consulat qui s'en occupe, qui assure sa sécurité aussi. Alors, dans des pays difficiles, la sécurité, c'est pas un vain mot. En Suisse, on n'a pas ce souci-là, mais bon, on pourrait malheureusement des fois subir une catastrophe naturelle, donc il faudrait pouvoir répondre. Catastrophe naturelle ou un accident, vous imaginez un accident de bus, il y a des Français à l'intérieur, donc on s'en occupe. Ça fait partie de la sécurité globale. D'accord. Le cœur de métier, on le connaît, c'est pouvoir prendre rendez-vous, changer son passeport ou sa carte d'identité, mais c'est également aussi pouvoir voter. Et je n'ai pas besoin de dire qu'il y a des élections présidentielles qui viennent et législatives l'année prochaine. Et donc, par notre présence, permettre à nos Français à l'étranger de pouvoir voter, d'être avec les services comme s'ils étaient en France, puisqu'on est un peu, enfin, je suis un peu en même temps un maire, en même temps un préfet, et apporter un certain nombre de prestations ou de services qui sont pour nous très, très importants et que nos compatriotes apprécient. D'accord, c'est très intéressant. Je voudrais vous poser la question des langues, qui est brûlante en Suisse, puisque vous avez dit donc qu'il y a un pôle à Genève. Tout à fait. Et pour vous, comment considérez-vous ce Röstigraben, ce fameux Röstigraben? Est-ce que pour vous c'est une réalité que vous sentez palpable? Comment estimez-vous le français dans la région suisse alémanique? Quelle est sa place? Comment est-ce accueilli? Alors, moi, sincèrement, je trouve que la place du français est en bonne place en Suisse alémanique. Alors certes, c'est une langue nationale, c'est facile de le présenter de cette manière, mais de toutes les relations que j'ai avec l'ensemble des autorités en Suisse alémanique notamment, puisque c'est mon territoire de compétence, qu'on appelle la circonscription consulaire, et pour avoir fait plusieurs visites protocolaires, j'ai à chaque fois rencontré les présidents de conseil d'État et leurs conseillers. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que tous, à chaque fois que je les ai rencontrés, et parfois j'étais avec l'ambassadeur, ils tenaient absolument à ce que nos entretiens se tiennent en français. Et ce qui n'est pas toujours facile, parce que moi je vois dans les grisons, où la langue c'est le romanche, et qui est enseigné déjà, qui m'ont rappelé que ça fait plus de 20 ans que le romanche est enseigné dans les grisons, qui est leur langue, et ça se comprend. Eh bien, tous les entretiens se sont tenus en français, et ils ont été toujours de grande qualité, même s'il y a des difficultés à parfois trouver les mots, mais on sent cette volonté de tenir le langage de communication en français, tout en étant effectivement en suisse alémanique, qui est normalement le suisse allemand. Je ne dis pas l'allemand parce que je fais la différence entre les deux. J'étais en poste en Allemagne, donc je sais faire la différence. Mais sur le fond, c'est important de voir qu'en fait, il y a 4 langues nationales, il y a 3 langues d'usage, et le français est très présent en Suisse alémanique, notamment au niveau des autorités, et c'est précieux. Donc je prends ça aussi comme un signe de savoir-vivre et de bonne entente. Absolument, absolument. Oui, non, ça montre bien que la France a une place importante dans le paysage, en tout cas dans les relations politiques que nous avons. Bon, toujours à propos de ces bonnes relations franco-suisses, j'imagine qu'elles dépassent la bonne entente entre voisins, vous l'avez dit. Est-ce qu'on constate des échanges économiques particuliers, par exemple, pour des entreprises au niveau économique? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une culture frontalière franco-suisse qui se dessine?
Ah, il y a une culture frontalière, oui, bien sûr. On connaît tous les frontaliers sur Genève, mais j'ai aussi, j'allais dire mes frontaliers sur Bâle notamment, et qui sont nombreux, ils sont quand même plus de 34 000 et qui passent la frontière tous les jours et viennent travailler en Suisse. Alors, en Suisse alémanique, c'est Zurich est la capitale économique et financière, on le sait. C'est aussi l'arc entre Bâle et Zurich et même un peu au-delà. Vous avez tout le médical, tous les médicaments, les entreprises, des entreprises françaises. Beaucoup de membres de la communauté française sont des ingénieurs à des hauts niveaux dans des entreprises suisses. Très heureux d'ailleurs d'être en Suisse alémanique, avec parfois la barrière de la langue, même si très souvent, dans ces grandes entreprises-là, ils parlent anglais. Mais donc, ce qui fait que quand on se balade à Zurich, on entend toutes les langues. Hein. C'est assez étonnant et intéressant. Mais pour revenir sur la situation économique, pour beaucoup, évidemment, la barrière de la langue est une barrière qui existe, bien sûr. Même si certains se mettent à l'allemand pour pouvoir être bien compris, hésite avec le suisse allemand parce que il est plus, j'allais dire, plus trapu, plus particulier, oui. Mais il s'adapte très très vite à ce régime-là. Beaucoup d'ailleurs ont été en Suisse romande et pour des raisons économiques sont venus sur la Suisse alémanique, n'ont pas de regrets parce qu'ils ont eu un accueil aussi de qualité avec un environnement qui est toujours... c'est la Suisse avec... c'est pas une légende, c'est une réalité. Il y a une vraie qualité de vie et les Français que je rencontre et que je côtoie régulièrement sont très heureux d'être en Suisse alémanique. Et la barrière de la langue est effectivement un problème en tout début. En grande entreprise, pas vraiment. Quand c'est dans des petites structures, c'est sûr que ça nécessite une adaptation. Mais ils ont toujours... jamais ils se sont plaints d'un mauvais accueil ou autre chose. Ça a toujours été à chaque fois très heureux d'avoir pu tenter leur chance, parce que c'est une chance aussi de pouvoir travailler en Suisse, et c'est apprécié en tout cas. Donc vous ne voyez pas de barrière des mentalités ? Alors, l'esprit n'est pas le même, bien sûr, parce que chaque pays, et j'en connais quand même quelques-uns, chaque pays a son mode de pensée, son mode opératoire. Il y a la pensée plutôt catholique ou la pensée plutôt protestante. Vous avez la pensée plutôt économique et l'autre plutôt intellectuelle. C'est comme ça. Je trouve que c'est là où d'ailleurs on prend très souvent la Suisse comme modèle, puisqu'elle a cette capacité de démocratie que beaucoup nous envient. Alors, ils ont peut-être en trop ce que d'autres n'ont pas assez, mais ça permet en tout cas d'avoir pour le peuple, pour les habitants de Suisse, de pouvoir participer à leur démocratie et de voir que directement ce qu'ils peuvent décider s'applique. C'est plus difficile évidemment pour d'autres pays et fait cette référence qui est également appréciée. Pour beaucoup, c'est un des grands étonnements de mes compatriotes, c'est de voir cette facilité qu'ils ont d'accès. Il n'y a pas autant de barrières qu'en France. En France, le système est assez vertical. Dans les systèmes fédéraux, le système est plus horizontal. Donc on voit plus facilement, on a plus d'accès à ces autorités ou aux personnes avec qui on peut être en contact, que ce soit au sein de la ville, du canton. Et ça, c'est très apprécié. C'est un mode de pensée qui n'est pas le même. Mais les deux sont très bien. Hein. C'est vrai que dans les débats français politiques, on évoque souvent l'exemple de la Suisse. Et donc, vous pourriez être un consultant éventuel pour expliquer. Je n'ai pas cette prétention. Mais... en tout cas, je l'apprécie et ça me permet de la partager avec d'autres. Absolument. Sur votre analyse des compatriotes, des ressortissants français ici, donc vous avez dit qu'ils sont plutôt dans le secteur tertiaire, dans l'ingénierie. Oui, beaucoup. Il y a un petit peu de tout. Est-ce que vous avez une analyse sur ce qui les fait venir et rester ici ? Alors, c'est une population jeune déjà, une population équilibrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est une population jeune, puisque plus de la moitié a moins de 50 ans, globalement, et moitié-moitié, autant de femmes que d'hommes. 49-51%, c'est quand même assez rare. Ah oui, la parité. Hein. Franchement, la parité, bravo. On a de la chance. Hein. Moi, j'en suis très heureux. Très fier en même temps aussi, parce que ça montre bien que c'est une parité qui fonctionne et où chacun a sa chance. Alors, c'est pas toujours facile. On a parlé de la barrière de la langue, mais on a parlé aussi des compétences, parce qu'il faut avoir le diplôme, il faut avoir l'expérience, qui est très demandée. D'ailleurs, en Suisse, l'expérience, c'est quelque chose de particulièrement sensible, mais sensible au sens positif du terme. Oui. C'est-à-dire que on va bien sûr regarder les diplômes, mais on va regarder aussi ce que vous savez faire. Et quand vous savez faire, ça peut dépasser les diplômes, ce qui est une belle chose. Pas toujours comme ça dans notre pays, mais c'est pas une critique, c'est le fait de comparer des états d'esprit
qui peuvent permettre un développement, parce que la Suisse a aussi besoin d'étrangers, d'immigration pour pouvoir assurer aussi son développement, comme nous l'avons nous aussi. Hein. C'est une notion d'équilibre qui, je trouve, fonctionne plutôt bien en Suisse. Donc chez les Français, ils apprécient d'avoir justement des gens qualifiés. Oui. Ouais. Oui. Plutôt la classe élevée, disons. Oui, je suis ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles. Moi, je suis CSP++. Hein, donc, voilà. L'immense majorité sont dans de hautes fonctions. J'ai de tout. J'ai également des paysans qui se sont installés. Donc, il y a de tout. Et je trouve que c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une vraie possibilité et la palette est très large. Absolument. Est-ce que vous avez des idées de comment on peut améliorer la qualité de vie des Français en français? Donc, moi, j'avais l'idée de cet espace francophone, mais bien sûr, je ne suis pas la première à y avoir pensé. Je crois que c'est un projet que tout le monde caresse et je vois aussi les difficultés à le mettre en place. Oui, alors, vous avez évidemment, vous l'avez bien évoqué, et puis on a aussi notre service culturel de l'ambassade, nous avons les alliances françaises qui fonctionnent très bien, qui voudraient pouvoir se développer un peu plus, parce que le sentiment, c'est que le français peut se perdre aussi. Parce qu'il n'est pas utilisé au quotidien, il est utilisé que par les communautés qui sont francophones, et ce n'est pas forcément une langue d'usage en Suisse alémanique. Même si tout est dans l'administration, tout est en bilingue, voire trilingue, donc on peut... et les produits de consommation aussi, parce qu'on peut aller dans le supermarché et on trouve ces produits écrits en français. Mais c'est vrai que c'est un défi, parce que le français a une vraie place. Évidemment, c'est une des langues nationales, donc une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir aussi le développer. C'est améliorer la présence de la langue française par des actions qui ont existé, mais qui ne sont malheureusement un peu perdues, comme des pièces de théâtre ou du cinéma. Ça, je sais que c'est une des attentes de la communauté, c'est d'avoir un peu plus d'activité en français, en attirant également aussi, j'allais dire, tous nos amis suisses-allemands. Oui, et francophiles. Les francophiles, ils sont très francophiles, parce que la France a une bonne place et elle est appréciée par rapport à ce côté culturel, un peu intellectuel. Et ça crée des liens. C'est vrai qu'il faut qu'on y travaille. Ça nécessite... et vous êtes une des grandes actrices. Et, petit niveau. Non, plus que vous ne le pensez, c'est important, parce que vous avez une place spécifique qui a besoin de pouvoir être développée et qui montre bien qu'il y a un véritable besoin. Et c'est un des critères sur lesquels, effectivement, la communauté se penche beaucoup. On a la chance d'avoir aussi un grand lycée. Oui, on a le lycée français d'Uric qui est remarquable et qui permet justement d'avoir cette possibilité de vivre dans les deux langues, des enseignements. Donc on forme aussi des jeunes qui vont plus tard pouvoir porter toute cette culture et cette connaissance. Et donc, je ne suis pas inquiet pour le français, mais je pense qu'on pourrait mieux le développer et faire plus d'actions dans ce domaine-là. Des espaces de rencontre. Exactement. Je crois que la grande difficulté que je rencontre, moi, c'est de trouver un local. Oui. Voilà, de ne pas trop risquer aussi, de ne pas s'endetter pour cela, pour ce projet, etc. Donc, à voir. Si quelqu'un nous entend et a un local à disposition... Avec plaisir. Faire un petit café, etc. Absolument. Et je serai là, je vous accompagnerai. Merci beaucoup. On va arriver à évoquer aussi votre histoire personnelle, un petit peu votre carrière. Bon, déjà, je peux mentionner que vous avez vécu dans bon nombre de pays de la francophonie. Vous allez nous en parler. Donc, vous étiez en mission pour la France. Quel est votre ressenti, encore une fois, sur le statut du français hors de l'Hexagone, sur le goût et l'intérêt pour le français, les valeurs historiques, philosophiques qui rayonnent encore selon vous ? Pour moi, non seulement il rayonne encore, mais je pense qu'il se développera toujours, notamment par rapport à l'existence de tous les pays francophones répartis dans le monde. Je pense bien évidemment à ceux que j'ai pu connaître, puisque j'étais en poste au Canada, j'étais en poste en Belgique, je suis maintenant en Suisse, donc c'est quand même le troisième pays plurilingue, mais francophone en même temps. Et j'ai vécu en Afrique subsaharienne dans des pays francophones, même tout petit, puisque j'ai fait mes premiers pas en Guinée-Conakry. Donc, à l'époque, je savais juste dire papa-maman, et encore, mais c'est venu après toutes les années. J'ai passé toute mon enfance en Afrique francophone, et ça m'a permis de voir que le français, non seulement est très vivant, mais c'est par tous ces pays-là que le français prospère, continue, et continuera de se développer. Et la francophonie est une institution absolument essentielle, qui montre bien cette volonté de continuer à parler français. À nous, alors,
Le français, on a toujours tendance à penser que le français va de soi, parce qu'on le parle au quotidien, on est en France, on ne se pose pas la question. Mais quand on est à l'étranger, c'est parfois des batailles plus fortes. Quand j'étais au Canada, les Québécois sont très attachés au français parce que c'est aussi une identité, c'est aussi une marque de leur culture. Et donc, c'était puriste, n'est-ce pas? Oui, mais et je trouve qu'ils non seulement ils ont raison sur le fond, mais ça montre bien que cette vivacité, cette richesse de la langue, parce que toutes les langues sont riches, évidemment, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, entre guillemets, elles ont toutes leur richesse, mais le français a cette... alors, c'est la langue diplomatique, ça n'a échappé à personne, mais ce qui nous facilite les choses aussi pour nous Français, dirais-je, mais qui est aussi un atout très important, parce que ça permet justement de pouvoir avoir cette communication que l'on a avec les autres. Et parfois, si on n'y arrive pas dans notre propre langue, enfin dans des langues en anglais ou toutes, certains préfèrent parler en français parce qu'ils arrivent mieux à exprimer leurs pensées. Et c'est cette finesse de la langue française notamment qui est appréciée. Absolument. Et qui est souvent rappelée d'ailleurs. Je suis obligée de vous demander qu'est-ce qui avait mené votre famille en Guinée? Vous parlez de votre enfance? Ah oui, alors tout simplement parce que mon père était dans ce qu'on a... J'ai un père militaire de carrière et qui était dans la coopération militaire. Et donc il a été nommé dans des pays en Afrique parce que la coopération se tenait beaucoup à l'époque dans le Maghreb et dans l'Afrique, et lui il avait choisi plutôt l'Afrique subsaharienne. Donc sa première, alors il a fait la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, donc c'est aussi un ancien combattant, et qui est resté finalement, il a fait carrière parce qu'il a trouvé que ça lui plaisait, mais il voulait rester à condition de pouvoir voyager. C'est un peu l'héritage que j'ai eu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la fibre doit venir de là. En plus, ma mère était née à l'île de la Réunion, donc c'est aussi sous les tropiques. Et donc, les deux réunis, ma mère adorait aussi d'être à l'étranger. Et donc, la première affectation de mon père dans les années 50, c'était à Guinée-Conakry. Il a vécu l'indépendance, il a fallu partir, ils sont allés au Sénégal. De temps en temps, il est allé en garnison en France, mais il est reparti très très vite. On est allé après à Djibouti dans les années 60. Après, j'ai fait l'Éthiopie juste après. Retourné en France un tout petit peu. Retourné au Sénégal. J'ai passé une partie de mon adolescence. Et après son régiment a été dissous et il a eu le choix soit de partir en Guyane, soit de partir en Allemagne. Et finalement, il est parti en Allemagne. Voilà, c'est comme ça que vous avez suivi je l'ai suivi partout. Et votre scolarité, comment elle s'est passée? C'est un peu chaotique. Hein. J'ai changé pas mal d'écoles dans ma jeunesse, ce qui n'est pas toujours très facile. Enfin, j'ai réussi quand même à faire des études et à m'en sortir. Et je pense que c'est cette fibre et cette expérience par mes parents qui ont fait que j'avais envie de continuer dans une carrière. Alors, je n'avais pas d'idée, j'aurais pu être militaire. Et puis, finalement, j'ai rencontré une amie de ma mère qui était dans la diplomatie. Elle était à Dakar à l'époque. Elle était la conseillère de Senghor, donc c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine facture. Et c'est elle qui m'a donné le goût de la diplomatie, en fait. Voilà. D'accord. Comme ça, j'ai passé les concours et je suis rentré au ministère. Le goût du nomadisme, oui. de la patrie, en tout cas, de servir la patrie à l'étranger. Oui, de servir la France à l'étranger. Oui. Parce qu'on a une place importante à l'étranger. Pour moi, c'était en même temps de pouvoir et servir la France et en même temps porter la parole de la France et son action que l'on fait au quotidien. On ne se rend pas forcément compte, mais dans notre action diplomatique, c'est ce que l'on fait au quotidien. Je crois que c'est important. Et vous avez cité les personnes qui vous ont guidé sur le chemin aussi. Je pense que c'est important d'avoir des mentors, ou des gens qui nous montrent que c'est possible, qui croient en nous. Oui, moi je me souviens, j'avais 14-15 ans quand cette conseillère de ma mère avait dit « Mais Alain, il faut que tu rentres aux affaires étrangères. Fais comme j'ai fait, tu verras, c'est très intéressant, c'est un métier, tu vas voir le monde. » C'est vrai, j'ai vu le monde. Et en fait, elle m'a confirmé ce que je ressentais un peu de manière... alors j'avais la chance d'avoir effectivement un père. Alors, mon père changeait d'affectation tous les 2-3 ans. Donc évidemment, des écoles, j'en ai fait quelques-unes, des pays aussi. Mais c'est surtout que j'ai vu qu'il fallait que je bouge. J'aurais pas pu rester 20 ans, 30 ans dans une même structure, dans le même bureau. Il fallait que je bouge parce que je considérais que c'était important de connaître le monde et pouvoir l'apprécier. Est-ce que vous aviez des prédispositions comme orateur, comme on l'entend aujourd'hui, ou bien comme justement personne pacifiste ou pacificatrice, puisque j'imagine qu'il le faut pour être dans la diplomatie? Il faut, oui, bien sûr. Non, ce que je voulais, c'était connaître d'autres mondes, en fait, d'autres modes de pensée.
Parce que c'est important, parce qu'on a toujours tendance à penser que notre pensée occidentale est universelle, avec les droits de l'homme, la démocratie. On a mis des siècles nous-mêmes à l'obtenir, donc à bien comprendre tout ça. Et dans d'autres pays, dans d'autres continents, vous avez des modes de pensée qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que nous, ou que nous, on est meilleurs. C'est pas du tout ça, ils sont différents. La relation entre la vie, la mort, les enfants, les anciens. Moi, je me souviens avoir discuté avec des chefs du village en Afrique. Ils me disaient, mais comment vous faites, vous, pour mettre vos vieux dans vos anciens, parce qu'ils disaient les anciens, pour les mettre dans des hôpitaux. Nous, les anciens, on les garde avec nous. Et les enfants, pourquoi vous les adoptez? Parce que nous, il n'y a pas de problème d'adoption. Un enfant, il a toujours une tante, un oncle, il en a plusieurs en général. Donc, ils se posent pas, ils n'ont pas les mêmes référents. Et il y a cette philosophie que je trouve intéressante, qui est important d'avoir en soi et de pouvoir dire, effectivement, je les comprends. Et de ne pas rester dans son propre format. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire ces rencontres du point de vue sociologique, ethnologique ou anecdotique simplement? Alors, alors, vous me posez une question, j'allais dire presque embarrassante, parce que j'y avais pas pensé. Très bien. J'aime bien allumer des petits. Oui. Donc on verra. Comment vous-même Attendez, je dois vous poser la question des études. Pardon, je reviens en arrière. Et donc, vous avez suivi quelles études? Alors moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique, pas très, je dis pas politiquement correct, c'est pas le bon terme, mais classique. J'ai pas de parcours classique qui est celui qui est le plus connu, qui est Sciences Po, l'ENA. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Non, j'ai un diplôme en génie mécanique. Donc vous voyez que ça je dis pas que ça mène à tout, mais la diplomatie n'était pas forcément ce que je pensais au début. Je voulais faire ingénieur et parce que la technologie m'intéressait beaucoup. Et en fait, par tous ces voyages et ces parcours, je me suis dit, la diplomatie, ça doit être quand même pas mal. Et en fait, j'ai passé un concours technique du ministère des Affaires étrangères, qui est quasiment pas connu, qui s'appelait chiffreur à l'époque, qui est maintenant secrétaire des communications, puisqu'il y a de l'informatique aussi. Pour pouvoir communiquer, il faut de l'informatique, il faut du matériel. Et à l'époque, je suis rentré par ce concours-là. Un peu précurseur. Un peu, oui, précurseur, parce que l'informatique débutait à peine. Moi, quand je suis rentré au ministère, on était encore au Telex, au téléimprimeur, avec des systèmes de cryptage et des énormes bandes. Et puis, vous aviez des bandes perforées, puis il fallait les décrypter. Alors, on avait des outils pour ça. Puis après, il a fallu informatiser tout ça. Et donc, par des études et des concours et des examens que j'ai passés, je suis rentré dans l'informatique et ça a permis de me développer à l'intérieur du ministère. Puis après, au bout de quelques années, j'ai pu progresser dans la carrière et puis passer dans le monde consulaire, dans le monde diplomatique et politique aussi que j'ai fait. Et là, je suis à nouveau dans le consulaire. J'en suis ravi. Donc, vous avez fait des va-et-vient un petit peu. J'ai fait un peu des va-et-vient, oui, c'est vrai. Et au niveau consulaire, est-ce que vous pouvez choisir votre destination, votre prochaine mission, ou bien on vous la propose? Alors, vous la choisissez dans un tableau qui s'appelle la transparence. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais c'est vrai que parfois on me dit « Ah ouais, la transparence, elle n'est pas transparente. » Non, bon. Tous les ans, vous avez un renouvellement des postes diplomatiques, politiques et consulaires dans le monde qui permet à tous les agents du ministère de pouvoir changer d'affectation au bout d'un certain temps, 3 ans, 4 ans de présence. Ça permet aussi d'avoir la possibilité à beaucoup d'agents de changer de poste, d'affectation, de changer de continent, de revenir également ce qu'on appelle la centrale, c'est-à-dire Paris et Nantes, qui permet aussi de pouvoir reprendre un peu contact, puis se former à nouveau, puisque la formation était aussi très importante dans notre métier. Et par ce jeu d'affectation, vous choisissez en fonction de votre grade, vos compétences linguistiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont des sinisants, arabisants, qui parlent thaï, qui parlent vietnamien, donc ou ourdou, hindi, toutes ces langues, et donc ils ont des affectations plutôt prioritaires dans les pays de ces langues-là. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément dans cette facture-là, moi je suis le cadre général. Même si, à une certaine époque, dans les cadres d'Orient, vous aviez l'allemand. Parce que l'allemand pouvait commencer jusqu'à Vladivostok. Donc, c'était il y a plus de 30 ans de ça. Et le choix se fait sur des tableaux en fonction des postes disponibles. Vous en choisissez entre 6 et 10 avec un ordre de préférence. Puis après, vous avez un entretien avec la DRH qui vous dit on vous voit plutôt là, ou on pense que ce serait mieux que vous soyez ici.
Moi, D'accord, avant de venir à Zurich, j'avais fait un certain nombre de choix que j'avais pensé d'abord dans ma catégorie, dans mon expérience. Et on m'a dit, bon, vous parlez allemand, donc ce serait bien que vous alliez à Zurich. Donc je suis allé à Zurich et la DRH m'a demandé d'aller à Zurich et j'en suis très heureux. Je voulais savoir comment votre famille avait vécu aussi ces déplacements. Alors, pas toujours facile, effectivement. C'est vrai que j'étais fils unique. Donc, pour mes parents, quand j'étais petit, c'était pas trop compliqué d'avoir qu'un seul enfant à mettre à l'école. Mais quand vous avez des familles à plusieurs enfants, puis des conjoints qui travaillent, c'est toujours un grand défi. Le ministère, d'ailleurs, des Affaires étrangères français a fait beaucoup, beaucoup d'efforts parce qu'il y a 30 ans de ça, c'était le mari ou l'épouse qui avait la carrière, puis l'autre, il suivait avec plus ou moins de bonheur. Alors les enfants étaient très souvent contents parce que ça leur changeait un peu les idées, même si parfois certains n'étaient pas trop contents, mais ça me donnait quand même une perspective de vie. La difficulté, c'est de pouvoir permettre au conjoint, quel qu'il soit, de pouvoir aussi continuer son activité quand il est à l'étranger. C'est pas toujours facile. En Europe, on arrive assez facilement, dans les pays occidentaux aussi, mais vous avez des pays où c'est très difficile pour le conjoint de pouvoir travailler, même en Suisse. Je sais qu'il y a dans la communauté française, je connais des conjoints qui ont aussi des difficultés, soit parce qu'il y a la langue, soit parce qu'il y a le cursus, soit parce qu'il y a tout cet ensemble-là, mais ça montre bien que une carrière diplomatique, c'est un choix. Oui. C'est un choix très important et vous ne le prenez pas tout seul. Vous ne pouvez pas le prendre, il faut le prendre avec votre conjoint. Très souvent, d'ailleurs, quand vous commencez votre carrière, ce qui m'est arrivé, moi j'étais célibataire. Mais le jour où je me suis marié, j'ai bien pris le temps et l'attention de mon épouse pour lui dire on va voyager, est-ce que tu en es d'accord, est-ce que tu sais que... Parce qu'elle-même, elle avait sa carrière, donc ce sont des enjeux qui doivent être pris à deux, qui ne sont pas toujours faciles, parce que vous ne connaissez pas à l'avenir les affectations que vous allez avoir, et quand vous avez des affectations qui peuvent être difficiles, comme quand j'étais en Côte d'Ivoire, où vous avez la guerre civile, et bien vous vous retrouvez tout seul, parce que la famille ne peut pas vous suivre, donc elle vit en France, vous êtes en Afrique, c'est pas à côté, et c'est aussi des contraintes qui sont très fortes, qu'il faut prendre en compte. Vous avez été longtemps en Côte d'Ivoire ? Quelle année ? 3 ans, 2010-2013, et j'ai vécu donc la guerre civile de 2011, qui a été un moment particulier, même si on n'y a pas vraiment préparé une guerre en général, même si j'ai eu des formations avant par le GIGN et par un certain nombre d'instances en France qui permettent de vous préparer à une possible situation de crise qui est arrivée finalement, mais c'est là où les personnes se révèlent en fait. Vous pensez des personnes fragiles et en fait elles tiennent, puis vous avez des personnes qui jouent les durs et en fait elles sont très, très fragiles, il faut les répatrier parce que c'est difficile, mais c'est comme ça. Vous ne pensez plus à vous, vous êtes là pour défendre et protéger la communauté française qui avait été faite surtout par l'ambassadeur au niveau politique, moi-même, puisque j'étais consul général pour la communauté, avec la force Licorne à l'époque, qui avait mis en place toute une structure pour pouvoir accueillir les Français qui allaient être en difficulté. Heureusement, et par grande chance, on n'a pas eu de Français qui ont été assassinés ou victimes de cette guerre, mais la force Licorne a permis, pour l'information, on a permis à 5000 compatriotes et parfois d'autres communautés d'être mis à l'abri en tout 53 nationalités. Donc ça a été un exercice particulier. Ça, je reconnais que c'était un moment fort de ma carrière parce que d'abord il est marquant et vous n'êtes pas spécialement préparé à une guerre. Vous préparez tout le contexte, mais vous ne savez pas comment elle va se dérouler. Vous ne savez d'abord pas quand elle va arriver, vous ne savez pas combien de temps elle va durer, vous ne savez pas comment vous allez en sortir, s'il va y avoir des dégâts, quelles sont les structures, avec un ambassadeur qui est pris, lui, au niveau politique, parce qu'il faut gérer après la crise politique en elle-même. Donc ce sont des moments particuliers qui forgent la carrière, je dirais. Est-ce que vous avez été spectateur de scènes un peu dramatiques ? Est-ce que fait d'avoir un papa militaire aussi vous a donné un petit peu des clés pour savoir comment réagir ? Oui, c'est vrai. J'ai un père qui il est décédé maintenant, mais à l'époque me disait voilà, les forces en place, ça peut réagir comme ça. Il faut que tu te prépares à ça. Tu vas avoir tel ou tel contexte. Des morts, j'en ai vu beaucoup, oui, dans des conditions que je garde pour moi, mais qu'on peut imaginer qu'une guerre civile reste une guerre avant tout, et vous êtes avec des personnes donc vous comprenez pas parce qu'ils
ils sont d'ethnies différentes, ils sont de pensées différentes et ils se battent et ils s'entretuent malheureusement. Les communautés, notamment françaises, ont été épargnées, mais ça montre bien qu'il faut avoir une préparation à ça et avoir un état d'esprit à se dire qu'on ne pense pas à soi. Votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes dans l'action à chaque minute, vous dormez quasiment pas. Vous avez Paris qui vous appelle tous les matins pour vous dire alors comment ça s'est passé. Vous êtes sans cesse en contact et c'est normal. Et, le téléphone fonctionnait, c'était quand même un des points importants, mais c'est très précieux parce que vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous n'avez plus d'eau, plus d'électricité, vous vivez avec une lampe frontale pour pouvoir taper vos messages sur l'ordinateur quand vous avez un petit peu d'électricité de temps en temps, parce qu'il y avait un groupe électrogène, et puis vous avez une bouteille d'eau et une ration de combat par jour pour vivre, quoi. Donc ça n'a duré globalement qu'un mois très très intense, mais enfin l'avant et l'après, vous le vivez aussi avec beaucoup de difficultés parce que il y a la préparation, il y a l'événement en lui-même et pouvoir avoir les bons réflexes. C'est pas évident. On les a pas de manière naturelle. C'est quelque chose qui se prépare. C'est pas instinctif, c'est pas toujours instinctif. Non, c'est pas toujours instinctif. J'imagine que du coup, maintenant, vous êtes porteur d'un message de paix, justement, quand on voit des choses aussi terribles. Oui, parce que vous vous dites, mais pourquoi on en arrive à se battre alors, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de comprendre, mais je trouve que c'est énormément de gâchis. C'est beaucoup de gâchis, et puis le résultat, à chaque fois, c'est beaucoup de peine, beaucoup de morts, d'événements qui font que ça vous rend plus philosophe de la vie. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais. Avec un regard plus... je ne sais pas s'il est plus bienveillant ou plus doux sur l'humanité, mais vous dites quand même, bon, la vie n'est pas très longue sur Terre, il faut pouvoir au mieux non seulement la remplir, mais aussi accompagner les autres, parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné. La fragilité de la vie, oui. Exact. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes heureuses ou des anecdotes un petit peu d'aventure que vous avez vécues dans votre carrière politique ? Écoutez, des aventures, on en a toujours, et des anecdotes, je crois on est nombreux à en avoir. Il y en a une qui m'avait marqué parce que je l'avais trouvée un peu rocambolesque. J'étais parti en mission avec mon ministre à l'époque, quand j'étais au cabinet d'Alain Juppé, de 93 à 95. 2 ans très très intenses. J'ai pas toutes les missions que le ministre faisait, je le suivais, donc j'étais en tant que chiffreur, j'assurais ses communications cryptées et également les possibilités de téléphoner de manière protégée, évidemment. Et il faisait le tour de la Russie, dans des endroits parfois un peu surprenants, parce qu'on était à Nijni Novgorod, donc c'est assez particulier. On s'est retrouvé dans un hôtel où on avait été hébergé pour la nuit. Et le ministre fallait absolument qu'il puisse passer une communication avec Paris, mais une communication protégée, parce que bon, il n'avait pas trop envie que les autorités locales entendent sa communication, ce qui se comprend. Et donc, moi, j'étais avec lui, j'avais une valise satellite qui permettait le cryptage de la voix. Mais sauf que vous ne baladez pas comme ça avec une valise satellite, vous ne la mettez pas en place sans que le KGB vienne vous voir pour vous demander ce que vous faites, quoi. Donc j'ai prétexté, parce que ma chambre était juste à côté de celle du ministre, et puis de l'autre côté, il y avait une grande pièce, qui est une pièce de réception, avec un grand balcon, et il y avait un très beau piano dedans. Et j'ai prétexté que j'avais envie de jouer du piano pour pouvoir me détendre un peu après cette journée fatigante. Et puis bon, ils m'ont laissé partir avec ma petite... Et c'était une petite valise Inmarsat, qui était vraiment très très pratique. Et ils ont fini par me laisser passer. Et discrètement, alors j'ai commencé, je jouais un petit peu du piano, donc j'ai joué un peu quelques morceaux, et en même temps que je jouais des morceaux, je faisais semblant de regarder mes partitions, et j'ai installé ma valise satellite, et par une autre coursive, j'ai décherché le ministre, je dis, bon, monsieur le ministre, si vous voulez parler, c'est maintenant. C'est un film. Oh, j'ai pas cette prétention, mais ça avait été un peu rock'n'roll, parce que, bon, évidemment, le KGB regardait ça avec un œil pas forcément sympathique. Bon, et pour les autres anecdotes, il faudra demander à Monsieur Sterbik directement. Oui, il y en a d'autres plus... je ne sais pas si elles sont plus confidentielles, mais sont... Vous avez parlé tout à l'heure d'une dame qui vous a beaucoup influencé, qui vous a encouragé. J'allais vous demander quelles sont les rencontres les plus marquantes pour vous humainement. Et voilà, si vous voulez un petit peu plus parler de cette
de cette dame? Alors, effectivement, c'est une dame qui m'a beaucoup marqué, puisque j'étais en Afrique, j'étais au Sénégal à l'époque, j'avais 14-15 ans. Mon père était donc dans la coopération militaire, et ma mère avait une amie qui était à la présidence de la République sénégalaise, donc elle était auprès du président Senghor, et elle était conseillère politique, et en même temps elle assurait les communications privées, donc déjà à l'époque, du président de la République. Comment s'appelait-elle, pardon? Elle s'appelait Claudie... J'ai son prénom. Non, son nom de famille, c'est Jacqueline Claudie. D'accord. Voilà, ça me revient. Et c'est une grande amie de ma mère. Et c'est elle qui m'a donné et le goût du voyage par rapport à mes parents et par rapport à sa carrière, parce qu'elle me racontait qu'elle avait fait plusieurs pays et qu'elle assurait les communications privées. Donc elle était dans le grand secret. Oh, je trouvais ça fascinant d'être dans le grand secret. Et puis, vous savez tout et vous ne dites rien, alors que vous avez très souvent l'inverse, des gens qui ne savent rien mais qui disent tout. Mais là, c'était plus dans cette facture de la connaissance, de la sécurité, de la protection, du secret très très proche à la présidence. Et en fait, j'ai pensé à elle quand j'ai passé le concours, parce que je me suis dit, finalement, indirectement, je ne l'ai pas forcément ressenti sur le moment, mais à l'époque, quand j'ai passé le concours de spécialisé transmission cryptologique, et je me suis dit, quelque part, je perpétue un peu son histoire, parce qu'entre-temps, elle avait pris sa retraite, elle avait passé des années au Sénégal, elle avait fait d'autres pays, elle avait fait le Tchad, elle avait fait la Guinée, donc elle connaissait bien. C'est épatant pour une femme, oui, si j'ose dire. Et c'est assez rare, parce qu'à l'époque, une femme... c'était pas un milieu dans lequel on aurait pensé pour trouver une femme. Avec de la technique, du secret, tout ce qu'on pense que les femmes ne sont pas capables de garder. Absolument, mais alors, c'est pas vrai, parce que j'en ai connu dans les années, fin des années 60 et début 70, j'en ai connu une dame qui avait cette capacité et qui, indirectement, je pense qu'elle l'a pas forcément fait à cet effet, mais moi, je l'ai ressenti comme quelque chose qui était, j'adorais un peu tout ce qui était secret, on adore un peu tous les secrets, c'est forcément, mais ça m'a donné ce goût-là. Et en fait, ça m'a permis de le perpétuer avec elle, et je pense souvent à elle d'ailleurs, parce qu'en plus, elle m'avait offert des livres, elle m'avait offert une gourmette, elle m'a fait pour mon anniversaire. Elle était très proche de ma mère. Elle vous a reconnu aussi quelque part, elle a reconnu quelque chose en vous. Oui, très certainement. C'est un bel hommage. J'imagine que pendant votre carrière, vous avez développé des capacités de communication, voilà, pour trouver une voie paisible, pour aussi bien communiquer avec les autorités en France, avec tous les interlocuteurs, et aussi avec... des personnes avec des mentalités peut-être qui ne vous étaient pas connues ou pas familières. Et donc, comment on arrive à communiquer avec tout le monde ? Alors, il paraît que la diplomatie, c'est le métier de pouvoir s'entendre même avec ceux à qui on n'est pas d'accord. Mais ça développe des qualités d'abord d'écoute, d'écoute, de compréhension et de bienveillance. Parce que ce que vous avez comme modèle occidental, en l'occurrence, n'est pas forcément le même avec les autres personnes que vous pouvez rencontrer, surtout dans les deux autres pays. Bon, c'est vrai que je connais bien l'Afrique, mais c'est aussi en les écoutant, en étant proche d'eux. Je me souviens quand j'étais petit, j'accompagnais mon père qui allait dans les villages au Sénégal. Il parlait avec les chefs de village, et quand il arrivait, c'était à chaque fois avec un protocole, c'était sous le grand baobab. Il demandait quelles sont les nouvelles, et puis le chef du village racontait la vie de son ou de ses épouses, de ses enfants, les jeunes, les anciens qui partaient, tout ça. Et ça m'est resté. Je me suis dit, c'est une culture qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre les autres. Parce que si vous ne connaissez pas les autres et vous ne comprenez pas leur culture, vous ne pouvez pas avoir cette faculté soit de les accompagner, soit de comprendre leur mode de réflexion, leur pensée. La pensée n'est pas la même, mais ça veut dire que la nôtre est meilleure. Elles sont différentes. Et ça vous permet de développer cette capacité. La diplomatie permet effectivement de pouvoir, à condition de le vouloir aussi, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément dans cette facture. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très important, et ça m'a beaucoup marqué. Vous n'avez jamais connu ce sentiment d'avoir peur de l'autre ? De son altérité, simplement ? Alors, c'est une question, effectivement, que je ne me suis jamais posée. Voyez, parce que elle aurait pu arriver. C'est une construction mentale, vous avez raison, la xénophobie. vous avez raison, mais ça aurait pu arriver. Ça ne m'est pas arrivé, j'ai eu cette chance, parce que ça aurait pu, même si j'ai vécu des périodes de guerre civile notamment, ou de difficultés, mais je considère que j'ai toujours parti
d'un a priori positif. Et je crois que c'est important. Alors peut-être que ça se transmet, que ça se ressent quand on le dit ou quand on le fait, mais non, je n'ai pas eu cette crainte qu'on a peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Parce que, Eh bien justement, je voulais vous poser la question par rapport à la politique actuelle, ou en tout cas les débats qui animent actuellement la France sur l'autre, l'immigration, l'État souverain, les frontières. Quelle serait plutôt votre position? Voilà. Bah, c'est une position, moi j'allais dire, évidemment on regarde toujours ça, tout le monde regarde avec attention, tout le monde suit la politique. Pour moi tout est une notion d'équilibre, il faut que les choses soient équilibrées dans la vie, il faut que tout le monde trouve sa place, il faut que tout le monde trouve aussi son espace, il ne faut pas qu'il y ait certains qui dominent les autres, c'est pas facile, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans un pays comme le nôtre, qui a la chance d'avoir aussi toute l'histoire que l'on a, d'avoir par rapport aux situations d'anciennes colonies, et on a un recul et un regard qui est quand même assez fort. Et j'en ai eu un peu l'héritage, un peu beaucoup même d'ailleurs par rapport à mes parents. Et je trouve qu'on a cette chance en France d'avoir cet équilibre. D'ailleurs, je me dis très souvent que les Français devraient un peu plus voyager, globalement, voir un peu comment c'est à l'étranger pour apprécier leur propre pays, parce qu'on a un pays magnifique. Alors, la Suisse est un très beau pays, mais la France aussi est un très beau pays. On a beaucoup de chance d'avoir des paysages très différents. On a la mer, on a la montagne, on a les plaines, et toute cette richesse qui fait qu'on a beaucoup de chance. Et en fait, les Français ne s'en rendent pas assez compte. Ils sont... ça peut se comprendre parce que tout le monde ne vit pas le quotidien de la même manière. Oui. Beaucoup de gens sont en difficulté et ça non seulement je l'entends et je le comprends, mais on a, nous, cette capacité à pouvoir écouter les autres, à donner de l'espace aux autres, même à ceux qui sont très différents de nous. On le voit bien avec tous les derniers événements. Et c'est cette place-là qu'il faut pouvoir garder. Si vous avez un déséquilibre qui se forme entre je ne dis pas les populations, mais entre des catégories, vous ne pouvez pas à un certain moment opposer les uns contre les autres, ça finit pas bien en général. Et on voit un peu cette situation où vous avez des gens qui émergent, on se demande pourquoi ils émergent, et ça ne devrait pas arriver. Non. Mais bon... Après, ça, moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Hein, ouais. Non, c'est sûr. Je voulais d'ailleurs vous demander, est-ce que vous deviez être affilié à un parti politique pour être consul, ou au contraire Non, pas du tout. Non. Quand on est dans la fonction publique, on a ses propres idées, bien sûr, mais on n'a pas moi, je n'ai pas de carte dans aucun parti, puis je n'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, on reçoit des instructions, on a des missions, on remplit notre mission. Nous avons des élus, nous avons des conseillers, des sénateurs, des députés, des Français de l'étranger qui, eux, ont évidemment toute l'attitude d'appartenir à un parti et font ce travail très précieux d'aider notre communauté partout dans le monde. D'accord, bon, je crois que ma curiosité est assouvie. Non, je ne sais pas. Mais on en vient à la fin de l'interview. Je demande toujours à mes interviewés de citer soit un proverbe, soit un livre peut-être qui les aurait marqués. Alors, un proverbe, bon, j'en aurais plusieurs, mais il y a un livre qui m'a marqué. Et en plus, on est dans la période du 11 novembre. C'est le livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Je l'ai lu 2 fois, j'ai vu le film, je sais qu'il y a une bande dessinée qui est sortie. Et à chaque 11 novembre, le livre, j'avais lu au Gabon à l'époque, quand j'y étais, et m'avait profondément marqué, d'abord parce qu'il est merveilleusement bien écrit, mais il est fondateur aussi de cette situation de cette Europe qui s'est déchirée, et de tous ces malheurs qui en sont sortis, et de la chance que l'on a, nous, d'être actuellement de vivre en paix, d'être dans un monde où on n'a pas connu ces périodes-là, de tous ces sacrifices qu'il y a eu, qui m'ont beaucoup marqué. J'ai trouvé que le livre était particulièrement bien documenté et montrait bien ce qu'est la souffrance humaine, l'inutilité de la guerre et ses effets qui sont terribles. Il m'avait beaucoup marqué et il me marque encore. Je mettrai la référence dans la bio du podcast, comme ça nos auditeurs peuvent le retrouver et échanger avec vous peut-être à ce sujet. J'avais une autre question qu'on n'a pas préparée. Est-ce qu'il y a une notion ou une valeur que vous portez, mais qui va à contre-courant avec la modernité, que vous portez encore, mais que d'autres personnes autour de vous non plus, quelque chose un petit peu d'inédit?
Alors d'inédit, c'est pas facile, mais ce que je considère très important, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le savoir-vivre, l'élégance, le côté gentleman quand on peut l'avoir. Et il est important, je crois, d'avoir cette bienséance, cette éducation. Ben, moi, j'ai eu un héritage, une éducation qui n'était pas spécialement sévère, mais qui était de bien se comporter, de savoir bien vivre avec les autres, de savoir remercier, de savoir apprécier le moment, d'avoir aussi cette culture de la communication avec l'autre. Et c'est important parce que ça vous porte toute votre vie et j'estime que ça devrait être enseigné depuis tout petit, systématiquement et tout le temps. Mais bon, la société change, ça, pas forcément bien. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui le sont moins bien, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'il est important, pour moi, ce qui est important, c'est l'élégance, la beauté du monde. Voilà. Ce sont des belles paroles pour finir l'interview. Je vous remercie, Monsieur Sterbik, de tous ces partages, de nous avoir enseigné sur la vie consulaire à Zurich, votre parcours. J'ai peut-être beaucoup parlé de mon parcours, mais en tout cas, merci beaucoup de ces échanges. On en est friands et merci beaucoup de m'avoir fait confiance aussi pour le partager. Avec grand plaisir, grand plaisir. Merci à vous, Julie. Merci à vous, chers auditeurs aussi. Et comprenez pourquoi je tiens à ce podcast et je suis reconnaissante pour ce genre de rencontres, d'échanges. J'ai enfin l'opportunité de mettre en lumière, au-delà des informations, des voix, des idées, des personnes charismatiques comme Monsieur Sterbik, pleines de sagesse. Aujourd'hui encore, ça en a fait la preuve. Merci de vos écoutes, de vos retours positifs et de votre bienveillance. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.